Bonjour Monsieur Loison. Bonjour à tous. Alors je suis très heureuse de vous accueillir sur notre festival Thriller de Gujan-Mestras. Alors je vous présente en quelques lignes, puis vous pourrez rajouter aussi. Donc vous avez une vie professionnelle riche et variée. Alors vous avez fait plein de choses. Quand je me suis documentée sur internet, j'ai vu tout ce que vous aviez fait. Limite, ça fait peur. Bah écoutez, je me suis dit, ça fait pas peur, mais je me suis dit, oulala, c'est bien rempli tout ça. Vous avez créé, entre autres, vous avez géré entre autres une société de traduction. Oui. Qui a eu beaucoup de créateurs. Voilà, vous gériez cette entreprise, vous avez animé un site internet. Ça fascine tout le monde, ça. Ah oui, bah c'est pas commun. Il fallait bien qu'il y en ait un qui le fasse en premier, c'était moi. Non, mais c'est très bien de striptease en live. C'est ça. Voilà. En plein, on était jeunes. Vous avez vécu aux États-Unis. Oui, 4 ans. Vous avez géré un bar. Oui. Alors quand j'ai vu ce parcours, je me suis dit, mais il trouve encore le temps d'écrire. Bon, c'est après que l'écriture est venue. Donc, Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur votre parcours? En fait, ça paraît compliqué, mais dès lors qu'on a de l'énergie, qu'on a de la volonté, même si on ne connaît pas un métier, quelle que soit l'entreprise, c'est toujours le même fonctionnement. On va essayer de s'entourer de compétences et de gens qui ont des qualités, des choses que moi je peux faire que eux ne peuvent pas faire. Et puis ensemble, on va avancer dans une direction commune qui est celle de faire grandir une entreprise. Donc, c'est pas tellement le domaine qui est intéressant, ou de se dire, voilà, il y a plein de domaines, c'est le fait d'être entrepreneur. Et ça j'ai envie de dire, c'est le seul élément commun à ma vie professionnelle. Donc, quand on a envie d'avancer, de faire des choses, écrire un bouquin, c'est comme faire une entreprise. On va aller se documenter, on va s'aider, on va se rapprocher d'un éditeur, et on va faire ensemble un projet commun. Donc c'est la même chose en fait. Et est-ce que vous diriez que votre carrière très professionnelle, très riche, vous nourrit énormément dans votre carrière d'écrivain? Alors, elle me nourrit, mais pas forcément dans la manière dont on pourrait s'imaginer en premier. Quand on touche différents domaines comme ça montre, enfin je pense, et c'est très prétentieux, d'avoir une certaine ouverture d'esprit sur beaucoup de choses. Pour écrire, il faut avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir s'insuffler, prendre les choses qui existent autour de nous, et donc à partir de là, de les restituer autrement. Bien sûr, elles auront macéré avec ma conscience et mes idées, mais sans ouverture d'esprit, je crois que c'est difficile. Très bien. Vous avez fait un premier roman, Charade, oui, qui a eu énormément de succès en 2016 et qui a été la révélation thriller de 2016. Oui. Je dirais, comment, après un tel succès, est-ce que c'est pas difficile de se remettre à l'écriture? Est-ce que vous n'avez pas, enfin pas une angoisse, mais c'est pas compliqué? Alors, comme toujours, j'essaye de tricher un petit peu. En fait, Charade, c'était mon premier officiel, mais j'avais déjà écrit un ouvrage en 2007. Et en fait, la difficulté de se dire, est-ce qu'on est capable de réécrire une histoire? Du coup, avec Charade, je m'étais convaincu moi-même que j'en étais capable. Donc, il ne s'agissait pas de réécrire une seconde, mais là une troisième avec Cyanure. En revanche, et là où tu as raison, c'est, sans parler de termes de succès, mais c'est vrai que du coup la pression était conséquente sur le fait de dire, est-ce que je peux faire aussi bien? Alors, je sais que tous mes collègues qui ont écrit un premier roman qui a très bien fonctionné, que le second est toujours différent et accueilli toujours plus froidement, ce qui était le cas de Cyanure évidemment. Mais du coup, j'ai essayé d'utiliser le fait d'utiliser les mêmes personnages pour pouvoir me rassurer et me dire, voilà, ça au moins j'ai un tronc commun qui a fonctionné avec Charade, je vais repartir avec ça, et puis on va raconter une histoire totalement différente, mais au moins avec les mêmes personnages. Voilà. Mais donc, ici, vous présentez sur le festival le thriller Cyanure, pardon. Alors, dans ce thriller, il y a beaucoup de pression, beaucoup de suspense. C'est le principe d'un thriller, en même temps. Voilà. Il y a un ministre de la République qui est assassiné. La menace pèse aussi sur le président de la République. Oui. Les morts s'enchaînent sans apparemment avoir de lien entre eux.
si on peut y dire. Pourquoi au départ vous avez un peu situé votre intrigue dans les sphères du pouvoir? C'était comme ça ou c'était... C'est un hasard, et puis peut-être un vrai plaisir de se dire avec ce qu'on mange avec les politiques depuis des années, là, pouvoir en dessouder un ou deux, ça peut pas faire de mal. Pour le moral en tout cas. Et donc dans Cyanure, on retrouve le commissaire, alors il s'appelle Florent Bargamon. Alors c'est un commissaire qui est sympathique. Enfin moi, en tant que lectrice, je l'ai trouvé sympathique. Il est très bon. D'abord, c'est un bon commissaire. Hein, et, par contre, il est un petit peu, comment dire, il fait un peu ce qu'il veut. Oui, bah c'est bien. J'aime bien les électrons libres. Voilà. Et donc justement, voilà, je vois que pourquoi vous avez dans Cyanure souhaité reprendre le même personnage, le même commissaire. Vous auriez pu en prendre un autre. Ah c'est vrai, mais par fainéantise et par facilité, tout simplement. Non, ce que je te disais tout à l'heure, c'était rassurer, oui, bien sûr. C'était pour vous rassurer. Bon, après c'est sympathique de voir l'évolution du personnage. Et puis il y a une demande réelle des lecteurs, dans le sens où c'était un souhait aussi de leur part. Suite à Charade, ils voulaient retrouver Florent et Emmanuel dans un autre ouvrage. Et encore maintenant, même si là j'ai écrit un one-shot qui ne met pas en scène Florent et Emmanuel, le suivant, ils seront de retour parce que j'ai une vraie demande. D'ailleurs, moi, en tant que lectrice, je l'ai trouvé sympathique. Voilà, j'ai adhéré. Ce que je pourrais dire, c'est que... ensuite, vous avez, chaque début de chapitre, il y a une citation d'auteur célèbre qui concerne le jugement. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi avoir choisi ces citations en rapport avec le jugement? Alors, et de manière un petit peu présomptueuse, j'essaie de faire en sorte que mes thrillers ou mes ouvrages soient aient une dimension intellectuelle autre. Alors sans se prendre le chou, hein. Et donc Charade, c'était une réflexion sur un fait de société que sont les pervers narcissiques. Cyanure, c'est sur la notion de jugement. L'idée, c'est un petit peu de se dire, voilà, on passe un bon moment à lire une histoire policière où on se fait peur, mais si en même temps on peut passer 5 minutes à réfléchir sur un sujet un petit peu différent, finalement on a eu une lecture un petit peu intelligente. Alors, dans Cyanure, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin, puisque non seulement je fais réfléchir les gens sur la notion de jugement, sur ce que ça veut dire de juger, ce que ça implique de juger, je mets le lecteur dans la position de devoir juger, avec cette fin un petit peu originale. Mais d'ailleurs, moi, après la lecture, j'ai aimé relire ces citations. Bon, c'est quelque chose que j'ai pas forcément... Quand je lisais, bon, le chapitre, je la survolais, la citation. Ou même parfois, je vais dire, je la zappais. Oui. Et c'est après que j'ai repris les citations. Et c'est vrai que, en ce qui me concerne, moi, effectivement, j'ai eu cette réflexion sur le jugement. Ça m'a interpellée. Donc on peut dire que c'est réussi. Bah super, je suis ravi. Le prochain, puisque le jugement est un thème qui me plaît énormément, le prochain, la réflexion, c'est sur la culpabilité. Donc on est très proche. Mais qui est coupable? Dans quelle mesure on est coupable? Et est-ce que tout le monde est vraiment innocent? Pour prendre le raisonnement par l'absurde. Très bien. Donc là, je ne vais pas en dire plus pour les lecteurs qui n'auraient pas lu Cyanure, mais donc je vois que vous êtes joueur, vous aimez jouer avec le lecteur, notamment la fin de Cyanure. Est-ce que, bon, ça peut être sympathique, mais est-ce que vous n'avez pas peur de déconcerter le lecteur? Alors il y en a qui ont été déconcertés, et bien sûr, oui. Est-ce que j'en ai peur? Non, parce que ce qui est intéressant, c'est de susciter le débat. Et là où j'ai eu le sentiment d'avoir réussi, au contraire, c'est lorsque 3-4 personnes qui avaient lu Cyanure se sont mis autour d'une table par hasard, où il y a eu un moment donné, où il y a eu l'échange sur « mais pourquoi toi t'as choisi ça? Pourquoi toi t'as fait ça ?» où on est rentré dans l'argumentation de tout ce que j'ai mis en avant dans le livre, justement, sur les circonstances atténuantes de chacun, sur les faits noirs de chacun, et que rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est plutôt gris, et il n'y a même pas de gris clair ou gris foncé, et que devoir juger dans ces conditions-là, et bien justement le débat d'un seul coup devenait intéressant pour ceux qui n'avaient pas pris la même option.
Donc si j'ai bien compris, vous travaillez déjà sur autre chose. Oui. Et ça sera un thriller également? Oui, malheureusement, je crois que je sais faire que ça. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses que j'aurais pas dit ou Peut-être qu'il y a des questions, je ne sais pas. Oui, je voulais vous poser une question. J'ai l'impression qu'ici, tous les gens les écrivains qui sont là, ont appartenu ou appartiennent encore à la police. Vous n'avez jamais été dans la police? Alors, non, en revanche, j'ai fait des études en droit pour devenir commissaire. Comme quoi, il y a peut-être une volonté derrière ça. Alors ensuite, quand je me suis rendu compte des moyens, enfin de l'absence de moyens de la police et puis le fait de pédaler dans l'eau pour rien, puisque de toute façon les magistrats derrière relâchent tout le petit monde qui a arrêté, ça ne servait pas à grand chose. Donc autant laisser ceux qui croient encore à la police, ou enfin qui croient encore à la justice, le faire, et moi j'ai fait autre chose. D'accord. Seconde question, si vous permettez. Ah mais bien sûr. Vous êtes parti aux États-Unis pendant 4 ans. Oui. Votre séjour là-bas vous a amené quelque chose en ce qui concerne justement maintenant ce que vous écrivez? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Alors, mon séjour aux États-Unis m'a permis beaucoup de choses. Déjà de sortir du schéma dans lequel on pense qu'on est toujours le meilleur quand on est là où on est. Parce qu'on se rend compte, surtout quand on vit longtemps dans un pays, qu'il y a d'autres vérités. Ça m'a permis aussi de comprendre, par exemple, l'inutilité de certains débats. Je m'explique, j'en donne un exemple très simple. Le fait qu'il y ait des armes aux États-Unis est manifestement un problème. À cause de leur utilisation un peu disproportionnée par rapport à ce que ça devrait être. En France, on ne comprend pas l'utilisation des armes et la possession des armes, mais je vais vous donner un simple exemple. Moi, j'ai vécu à Phoenix, donc pendant 4 ans, et au nord-est de Phoenix, il y a une ville qui s'appelle Scottsdale. Voilà, que visiblement vous connaissez, qui est un très bel endroit, qui est un paradis sur terre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au nord-est de Scottsdale, donc on est vraiment tout en haut de la vallée, dans votre jardin, un jour, vous pouvez retrouver ce qu'on appelle un petit puma. Donc c'est un petit chat de 80 kilos, qui va faire que... alors ils sont en liberté, ils sont dans leur milieu naturel. Donc vous avez le choix entre faire que le chat joue avec votre enfant, ou vous avez le choix d'avoir une arme pour dessouder le puma. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je crois que tout père, toute mère, qui a priori est contre les armes, va être la première à avoir une arme pour pouvoir défendre son enfant. Alors, le puma c'est un exemple, mais sur Phoenix il n'y a pas que ça. S'il y a des chemins dans lesquels vous allez pouvoir vous promener, si vous avez votre enfant et que vous êtes en train de faire du vélo, pourquoi vous ne pourriez pas en faire? S'il y a une horde de coyotes qui vous tombe dessus, le gamin va y passer en premier. Donc même chose, vous avez envie de vous défendre. Vous avez des serpents à sonnette, vous avez toute une panoplie d'animaux extrêmement dangereux. Alors je passe pour un animal qui n'est pas connu, qui s'appelle le javelinas, qui est un sanglier sauvage tout fin, mais qui est ultra agressif. Donc pareil, si vous allez autour d'un lac et que vous avez 3-4 javelinas qui s'amènent, il vaut mieux que vous soyez armé. Alors, on peut dire oui, pourquoi on sort de chez soi finalement? Pourquoi on va se promener? Bien sûr, autant rester en prison. Non, il y a un tel paysage et il y a de telles opportunités d'amusement dans la nature qui nous dépasse, nous Français, parce que finalement notre nature est très restreinte par rapport à celle qu'offrent les États-Unis. Donc voilà, ça c'est typiquement un sujet sur lequel nous on ne comprend pas en France pourquoi on parle d'armes, parce qu'effectivement on n'en a pas besoin en France, mais aux États-Unis, il y a énormément de régions. C'est pareil, si on va dans le Montana, vous pouvez ne pas croiser une âme pendant 15 jours. Donc entre les grizzlies et autres animaux fort sympathiques, oui, il vaut mieux être armé, c'est comme ça. Merci. D'autres choses à ajouter, monsieur Loison? Non, là, je suis bien, on va aller manger des huîtres. Non, c'est pas bien. Et votre contact avec les Américains, vous parliez de l'anglais? Alors oui, je parle couramment l'anglais, puisque j'avais déjà fait un diplôme, j'ai une maîtrise en anglais, j'avais passé en Angleterre il y a 30 ans. Puisque j'ai vécu 1 an en Angleterre aussi, 1 an en Allemagne. Donc, oui, quand je dis que c'est un parcours riche, il faut regarder la biographie de monsieur Loison. Alors vous, en tant que
Français, quelle est votre opinion des Américains que vous avez pu côtoyer Eh ben, dans votre vie? Eh ben, je vais vous répondre la même chose que les Français. Et je vais argumenter. Si vous prenez quelqu'un qui va habiter, par exemple, à Savoie, qui n'est jamais sorti de son village, il sera aussi débile qu'un Américain qui n'est jamais sorti de sa ville. Donc, non, il n'y a qu'une règle. Ceux qui sont sortis, qui ont vu des choses, sont ouverts. Bah, les Américains, ils sont ouverts aussi lorsqu'ils ont franchi leurs frontières. Donc, la vraie différence, plus sérieusement maintenant, la vraie différence entre les Américains et les Français, ou les Européens plutôt, c'est que l'Américain vit au jour le jour. C'est-à-dire qu'il ne parle pas du passé, il ne parle pas du futur, et il apprécie le quotidien. C'est ce que nous on appelle être superficiel. C'est-à-dire que lorsqu'on est avec des Américains, on va passer une super soirée géniale avec eux, mais le lendemain, effectivement, il n'existe pas. C'est un autre jour. Oui. Donc peut-être qu'on va à nouveau avoir l'opportunité de repasser un moment extraordinaire, mais il ne faut pas l'envisager, parce que eux ne l'envisagent pas. Mais ça a des conséquences aussi, c'est aussi pour ça qu'ils sont les plus endettés. Parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de telle chose, ils vont aller acheter parce que c'est aujourd'hui. Il n'y a pas de projection dans l'avenir, et puis ils ne vivent pas comme nous dans le fait « oh, c'était mieux avant », ça ils ne connaissent pas. Et donc du coup, dans les rapports et la façon d'appréhender la vie, tout est extrêmement différent. Alors en même temps, attention, hein, je ne dis pas que tout est rose, tout est beau aux États-Unis. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la façon que la nature a sur les gens, les distances et le fait que les rapports à cause de ces distances soient nécessairement différents que chez nous, nous permettent de comprendre aussi pourquoi ils sont comme ils sont.